Europe Matin. Thierry Dagiral. L'entretien politique de ce mardi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour Thierry Dagiral. Ministre de la Transition énergétique. C'est important de vous écouter ce matin parce qu'on est en pleine crise énergétique maintenant. Ce sera d'ailleurs sans doute pire à la rentrée et l'hiver prochain. Est-ce que vous êtes réellement inquiète ? Je suis surtout au travail pour faire en sorte d'anticiper. C'est le maître mot, l'anticipation. Anticiper parce qu'il y a inquiétude ? Anticiper parce qu'il faut par principe se mettre dans le scénario du pire. Je rappelle que nous sommes dans une crise énergétique avec une augmentation des prix et nous faisons face avec la loi pouvoir d'achat. Et nous sommes dans une crise énergétique avec un fournisseur principal de l'Europe qui est la Russie, qui pèse pour la France 17% de nos livraisons de gaz naturel, mais beaucoup plus pour le reste de l'Europe, et qu'il faut anticiper une possible interruption de livraison. Voilà, on le saura jeudi, précisément. Substituer, alors on sera jeudi et peut-être plus tard aussi, chaque jour offre son lot de surprises. Donc il faut anticiper, avoir des mécanismes de substitution de nos approvisionnements. Et justement, on a les moyens, et économiser. De se passer du gaz russe ? Oui, on a les moyens si on s'organise le plus en amont possible. Et c'est ça qui est la clé. C'est-à-dire que, premier point, il faut substituer nos approvisionnements russes. C'est pour ça que nous avons, dans la loi pouvoir d'achat, pris des mesures très fortes, notamment d'imposer des stockages à 100% de la totalité de nos stockages stratégiques de gaz naturel, notamment de pouvoir installer un terminal méthanier flottant au Havre, notamment de pouvoir réactiver notre centrale à charbon de Saint-Avold. C'est 1% de notre production d'électricité en France, mais c'est 1% qui peut être utile dans un pic de production d'électricité. Vous savez que le gaz permet aussi de produire de l'électricité, donc nous devons activer tous les leviers de substitution et de production. Et l'autre côté, nous devons économiser de l'énergie. On va y revenir bien sûr largement, mais est-ce que dans vos têtes il y a possibilité de rationnement ? Je crois que ça ne se présente pas exactement comme ça, en fait. C'est-à-dire que dans le système que nous avons, c'est des marches d'escalade vers un scénario de difficulté d'approvisionnement. La première marche, c'est les économies d'énergie que nous mettons en place. Ces économies d'énergie, elles sont bonnes pour le portefeuille des entreprises, des administrations et des Français, et elles sont bonnes pour la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique, et je pense que plus personne ne conteste, après ces différents épisodes de canicule, que nous sommes dans une transformation fondamentale de notre climat. La deuxième marche, c'est effectivement de négocier avec les entreprises contre rémunération, qu'elles diminuent leur consommation d'énergie ou qu'elles arrêtent complètement leur production. Ça, on le fait en ce moment. Oui. Vous avez un signal 24 heures avant et vous leur dites, demain, pendant 2 heures, vous allez arrêter votre production. Et puis, vous avez un troisième élément qui consiste, par exemple, à baisser la tension sur les réseaux. Et vous avez une quatrième marche qui consiste à se mettre d'accord avec les entreprises et leur demander d'arrêter, mais ça sera pas contre une rémunération. Donc, vous avez plusieurs façons de gérer ces difficultés. Madame la ministre, ce plan que vous préparez, est-ce qu'il va nous impacter, nous, dans notre quotidien, dans nos entreprises, chez nous ? Alors dans nos entreprises, je l'espère, parce que c'est exactement le sens du plan sobriété que nous avons lancé avec la Première ministre et le Président de la République. Je commence par les entreprises, parce qu'il faut sortir de l'idée que c'est par des petits éco-gestes que nous allons faire la transition énergétique. Il faut que ce soit les gros acteurs, l'État le premier, les ministères, les administrations, qui fassent cet effort structurel d'économie d'énergie. Ce qui ne veut pas dire que les Français ne vont pas s'y mettre. Et d'ailleurs, ils s'y sont déjà mis. Mais je pense que pour eux, se poser la question de la régulation, par exemple thermique, de leur logement, n'a pas de sens s'ils voient les lumières allumées partout dans leur entreprise et la climatisation à fond. Donc il ne faut pas se tromper de sens des choses. Est-ce que nous, chez nous, on va être impactés ? Est-ce que les copropriétés vont devoir baisser le chauffage cet hiver ? Je sais qu'il y a une réunion lundi prochain, par exemple. Alors aujourd'hui, vous avez une loi qui prévoit que la température de consigne, c'est 19 degrés. Et la vraie question, c'est la respecte-t-on ? Et donc, moi, je vais vous dire, si on respecte la loi, on est très confortable. Comment on fait pour faire respecter la loi, alors ? Parce que la loi, en effet, n'est pas respectée, madame. Je ne demande pas aux Français qui sont à 15 degrés de baisser leur chauffage à 14 degrés. Ça n'a pas de sens. Ce que je demande, c'est, dans les copropriétés où on est à 21, 22 degrés, ce qui est d'ailleurs pas très bon pour la santé des enfants et la santé des personnes âgées, que l'on passe à la température de consigne de 19 degrés. Un gain d'1 degré, c'est 7% d'économie d'énergie. C'est pour vous donner
comment ça peut être massif en termes d'économie d'énergie. Je prends un exemple très concret. Vonovia en Allemagne, qui est le plus grand propriétaire résidentiel, va abaisser le chauffage au gaz de ses locataires à 17 degrés la nuit. Est-ce que ça, c'est possible en France ? Je ne crois pas que ce soit le chemin qu'on prenne. D'abord parce qu'on n'a pas la même exposition au gaz. Et surtout parce qu'en fait, on sait qu'on a beaucoup plus à gagner déjà sur le fait qu'on n'est pas à 19 degrés. Hein, je le rappelle, nous ne sommes pas à 19 degrés. De même, nous continuons à chauffer ou à ventiler des locaux qui ne sont pas occupés. C'est pour ça que les entreprises, c'est important. C'est pour ça que le plan que vient d'annoncer sous notre impulsion les centres commerciaux, les hypermarchés, la grande distribution est très important. Oui. Ils nous disent on est capable de gagner 40% de consommation d'énergie en mettant en place un certain nombre de mesures. Immédiatement, ça sera évidemment moins, mais en étant capable de baisser la température dans nos magasins, de baisser la luminosité, de mettre des portes sur les parties réfrigérantes, on gagne énormément, d'interrompre la ventilation. Est-ce que vous savez que la ventilation, elle fonctionne même quand les centres commerciaux sont fermés. Donc, on doit aller chercher ces économies d'énergie et c'est à la portée de notre main. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ce matin sur Europe 1. Outre le fait de devoir moins consommer, on l'a compris, est-ce qu'il faudra décaler sa consommation? On sait qu'en hiver, il y a bien sûr des pics de consommation le matin et le soir. Est-ce que vous travaillez sur ce projet-là? Oui, tout à fait, parce que là, c'est un levier qui est très important. On a tous vécu, pour ceux qui sont nés dans les années 70, les tarifs heure pleine, heure creuse. Ouais. Moi, j'ai demandé aux fournisseurs d'électricité de réactiver ces tarifs-là. Pourquoi? Parce qu'il faut que les Français aient un intérêt à agir et décaler sa machine à laver ou son lave-vaisselle au-delà de 22 heures et payer beaucoup moins cher l'électricité, ça a une valeur pour les Français et là encore, ça a une valeur pour passer l'hiver et pour notre planète. On va en savoir plus sur le déroulé de la renationalisation d'EDF. Visiblement, ce matin, des actionnaires salariés d'EDF dénoncent la mise en difficulté de l'entreprise au mépris de l'intérêt social de celle-ci et des intérêts des actionnaires minoritaires. Vous leur dites quoi ce matin? Vous leur répondez quoi ce matin? Je redis d'abord que EDF est nationalisé depuis très longtemps. Nous en sommes... L'État est actionnaire à hauteur de 84%. Et donc, lorsque l'État demande un effort financier à EDF, c'est directement l'État qui l'assume, qu'on soit très clair. A fortiori, aujourd'hui, où nous avons annoncé vouloir monter au capital à 100%. L'argent d'EDF, il est fourni d'une certaine manière par l'État. Lorsque nous faisons des capitalisations, lorsque nous redonnons de l'argent à EDF, c'est l'État qui le fournit. Donc c'est notre propre exposition, nous avons toujours été aux côtés d'EDF. Maintenant, je veux dire une chose. La mesure que vous mentionnez et qui est dénoncée par certains syndicats, c'est une mesure qui a permis en fait de fournir de l'électricité au prix de production et pas au prix du marché à des milliers d'entreprises, des milliers de collectivités locales. Cela leur a évité d'être exposés à des augmentations de prix de 25% pour les collectivités locales de plus de 10 salariés et les entreprises de plus de 10 salariés. Et pour les électro-intensifs, c'est-à-dire ces industries qui consomment beaucoup d'électricité, des prix qui devaient s'élever avec des augmentations de 40 à 60%. Eh bien, c'est 45 000 emplois qu'on a mis du côté... qu'on a protégé ainsi. 45 000 emplois. Donc je crois qu'en termes d'intérêt général, la balle était clairement du côté de la mesure que nous avons faite. Et je veux préciser une chose, cette mesure, elle a été évidemment discutée avec EDF, avec la Commission européenne, et elle a été dictée uniquement par l'intérêt général. Agnès Pannier-Runacher, dans la loi pouvoir d'achat en discussion donc depuis hier à l'Assemblée, il y a les aides pour l'essence, pour ceux qui ont besoin d'aller travailler. Finalement, ce sont des subventions directes aux énergies fossiles. Vous allez me dire que c'est l'urgence, bien évidemment, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Eh ben, c'est ce que nous faisons depuis 5 ans maintenant. La rénovation thermique, aujourd'hui, sont pleins. Tous les carnets de commandes de rénovation thermique sont remplis. Les artisans, les entreprises du bâtiment vous disent qu'ils ne peuvent pas prendre plus de chantiers. Donc nous avons clairement une urgence de court terme pour les Français qui ne peuvent pas faire les travaux dans les médias ou qui n'ont pas la possibilité de trouver un artisan, une entreprise du bâtiment près de chez eux pour faire ces travaux. Et cela, il faut leur permettre de passer l'hiver. Et nous avons
un travail de moyen terme qui consiste à permettre à tous les Français de sortir des énergies fossiles, en les aidant à changer de chaudière, en les aidant à faire leurs travaux d'isolation, en les aidant à changer de voiture aussi, puisque vous le savez, nous avons permis la conversion de voitures de plus d'1 million de ménages. Ça veut dire déployer ces énergies renouvelables ? Ça veut C'est dire notamment aussi... l'avenue hier du président des Émirats Arabes Unis. C'est également, effectivement, accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Nous avons un projet de loi qui est en préparation et j'ai d'ores et déjà pris tout un train de mesures réglementaires pour accélérer les énergies renouvelables. Il sera présenté quand ? Il sera présenté, en fait, soit avant, soit après le mois d'août, puisqu'il doit être soumis à la concertation d'un certain nombre de conseils, le Conseil national de la transition énergétique, mais il est prêt aujourd'hui. Et ça a été au cœur des discussions, notamment hier, entre Emmanuel Macron, vous-même, je crois, et le président des Émirats Arabes Unis. Alors, nous avons deux objets avec les présidents des Émirats Arabes Unis. Le premier objet, c'est effectivement tout le travail de diversification de nos sources d'approvisionnement sur le carburant. Les Émirats Arabes Unis nous soutiennent à hauteur de 500 000 tonnes de diesel que nous pouvons appeler ou pas, si nous en avons besoin, au cœur de l'hiver. Et la deuxième chose, c'est comment on prépare la transition énergétique. Et sur la transition énergétique, les Émirats Arabes Unis sont plutôt en avance, je dirais, au sein de leur région. Ils vont accueillir la COP28 dans 18 mois. Ils sont surinvestis sur l'hydrogène bas carbone. Ils investissent massivement sur les énergies renouvelables. Et là aussi, il y a des objets de coopération commune. Et c'est très exactement ce qui fait l'objet de l'accord que j'ai signé hier avec Bruno Le Maire et le ministre de l'Énergie et de l'Industrie. C'est également un accord, d'ailleurs, qui porte sur un volet nucléaire. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. À suivre, la météo, l'essentiel de l'info à 8h30 et le journal du Tour. Ne quittez pas, on revient sur Europe 1.